Salut les amis, bienvenue au domaine d'Alvaro. Eh ben nous voilà mercredi, milieu de semaine. J'espère que votre semaine se passe bien. Ici, je suis encore en plein dans mon terre-paille, mais je galère pas mal, hein. Vous savez, c'est plutôt la préparation du mur de fond, où là j'ai passé énormément de temps et je suis encore en train d'y passer. Mais bon, je filme tout ça et dans tous les cas, vous allez bientôt avoir la petite vidéo terre-paille qui va arriver. Aujourd'hui, on est sur un autre sujet. Que je voulais partager avec vous parce qu'on a eu des péripéties au domaine d'Alvaro. Alors péripéties que j'aurais préféré faire sans, vous savez. Vous voyez derrière moi, j'ai ma ruche varée, c'est-à-dire la première ruche que j'ai installée au domaine d'Alvaro. Maintenant, ça va faire 2 ans. Donc on a suivi un peu l'évolution de cette ruche sur la chaîne. Donc vous avez vu, à un moment, elle a essaimé et il y a une partie des abeilles qui sont parties dans une autre ruche parce qu'on les a récupérées et on en a fait un deuxième essaim. Par contre, celle-ci, les abeilles qui restaient dedans, ont continué leur vie, on refait une reine et dernièrement j'ai été mettre le traitement varroa. Suite à ce traitement varroa, début de semaine, j'ai été faire une petite visite de cette ruche. Et là, au grand désespoir, je me suis rendu compte que la ruche était vide. Les abeilles sont mortes, hein. Il y a une grande partie des abeilles qui sont mortes et qui sont au fond de la ruche. Alors moi, j'ai pas encore assez d'expérience pour comprendre exactement tout ce qui s'est passé dans cette ruche. Donc c'est ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire l'autopsie de cette ruche avec un professionnel. Donc pour ce faire, on va aller rencontrer Rémi, qui est un apiculteur, hein, et qui a également ouvert un magasin d'apiculture à Auxi-le-Château. Et donc c'est là que je me fournis pour tout le matériel et également quand je dois racheter une reine ou si potentiellement on peut y acheter des essaims également. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Alors surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous, notamment si vous voulez vous lancer dans l'univers des abeilles et poser des ruches chez vous. Ça se peut que je vous fasse faire quelques économies. Allez, on y va, on s'en va chez Rémi, je charge ça dans la voiture. Allez, go! Salut Rémi. Salut. Je vais te présenter un petit peu à la communauté du domaine d'Alvaro. Donc ici on est à Auxi, C'est ça. Auxi-le-Château. Tu t'es installé il y a maintenant 2 ans. Février 2022. Février 2022. Il y a eu 1 an et demi, on va dire. Et puis je fais partie des gens qui viennent emmerder Rémi parce que on débute, donc on fait des conneries comme tout le monde. Et puis du coup je viens chercher les conseils de Rémi parce que Rémi, pour l'histoire, t'as quand même un passif dans le monde de l'abeille depuis un petit moment. Ça fait quand t'as commencé quand toi À l'âge de 16 ans, c'est plus de 25 ans que je suis dans l'agriculture. Ah ouais, 25 ans, ouais. Vous voyez, j'ai encore du taf, hein. Pour apprendre tout ce que Rémi sait et toutes les aventures qu'il a vécues avec ses abeilles. Il faut pratiquer un petit peu. Et j'en apprends encore. T'en apprends encore? Oui, l'apiculture, c'est un monde qu'on découvre tout le temps. C'est ça qui est passionnant. C'est que on découvre tout le temps, tous les jours. Quand on travaille sur les ruches, c'est différent en fonction de la météo, de l'environnement, de la qualité de la ruche, de la qualité de la reine. Tout est différent. Et puis il y a des nouvelles méthodes qui apparaissent petit à petit aussi. Il y a toujours des innovations, des nouvelles pratiques, des nouvelles façons de faire. Et donc toi tu fais encore du miel, toi tu as encore tes ruches? Ah oui, c'est clair. Moi, je suis apiculteur, j'ai 2 casquettes, je suis apiculteur en nom propre et gérant, directeur associé du magasin que j'ai créé il y a 1 an et demi. D'accord. Ouais, et t'as combien de ruches maintenant? Une cinquantaine. Une cinquantaine encore en production, et puis il te prend déjà du temps, et puis t'as encore le magasin maintenant. C'est comme ça, c'est du lundi au dimanche dans les abeilles, c'est bien. Ah j'ai vrai. Moi je t'amène une petite hécatombe, hein, voilà, petite ruche
ruche Varé, donc c'était ma première ruche que j'ai fabriquée, où j'ai accueilli un premier essaim où j'ai récupéré d'un arbre, hein, c'était suite à un essaimage que j'avais mis là-dedans. Et cette ruche-là a essaimé cet été, même début d'année, elle a essaimé en avril, tout de suite dès le début. Donc j'ai laissé faire parce que comme tu sais, les ruches Varé, c'est un peu embêtant à les visiter. C'est compliqué, on peut pas trop aller voir ce qui se passe. Mais bon, je croisais les doigts en disant bon bah voilà, ils vont me recréer une nouvelle reine et puis je vais avoir une nouvelle communauté qui va se recréer. Enfin, arrête-moi si je me trompe, hein, mais normalement quand une ruche essaime, ici à l'intérieur sont censés élever une nouvelle reine. Une ou plusieurs jeunes reines. Hein, que l'ancienne reine avait pondu, c'est-à-dire qu'elle a pondu là-dedans, et avec ce qu'elle a pondu là-dedans, une fois qu'elle est partie, tous les œufs qu'il y a là-dedans, les larves qu'il y a là-dedans, eux, les abeilles vont en créer une reine. C'est ça. C'est-à-dire que c'est... Alors, quand c'est un essaimage vraiment naturel, c'est que la reine mère, en fait, grosso modo, elle a pondu 3, 4, 5 jeunes futures reines dans 5 cellules royales prêtes pour devenir une reine. Donc, la reine mère, quand elle s'en va au mois d'avril, quelques jours après ou quelques heures après, il y a une ou plusieurs jeunes reines qui vont naître dans la ruche. D'accord. Si la ruche est populeuse, il peut y avoir un essaim secondaire qu'on appelle ça, ce qui fait qu'une autre partie de la ruche, notre grappe d'abeilles, 10 000, 15 000 abeilles, sort avec une ou plusieurs jeunes reines vierges aussi. Mais dans la majorité des cas, une ou plusieurs jeunes reines vierges restent dans la ruche. Et une semaine après, quand les reines vierges sont vraiment matures, elles sortent pour faire leur vol nuptial pour se faire féconder. D'accord. Et après, elles rentrent dans la ruche. Et là, si elles croisent une jeune reine vierge, là, c'est un peu le combat de reine et c'est la... Le regard, et puis et au final, il ne reste qu'une seule reine qui règne dans la ruche. Oui. D'accord, c'est la grosse baston quand on est reine, il vaut mieux pas être reine quand tu nais. Quoi. Non, mais c'est pour ça qu'en fait, la biologie de la reine qui est bien faite, c'est qu'en fait, la reine possède un dard qui est lisse comme la guêpe et non avec des petits harpons comme l'ouvrière, qui fait qu'elle peut piquer une de ses concurrentes sans mourir. Parce qu'une abeille va se faire piquer, c'est fini, son dard va s'arracher. Donc elle a piqué, elle a gagné, mais elle meurt. Et que la reine, non, justement, elle pique, elle a gagné, elle meurt pas. Ah ouais, ça je savais pas, qu'il n'y avait pas de dard sur le... Enfin, si, il y avait un dard, mais il n'y a pas de... Il reste sur la reine. Il n'y a pas de petits barbillons de petits harpons. Et donc, pas plus tard qu'hier, je suis venu voir parce que j'ai mis les traitements varrois il y a 15 jours maintenant. Et puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'abeilles dans ma ruche. Donc je te l'ai ramené, et puis pour voir un petit peu ce qui s'est passé, et puis on va faire profiter un petit peu la communauté, parce que peut-être que ça peut arriver à d'autres personnes, hein, de se retrouver avec une ruche qui tout d'un coup succombe. Et puis c'est pas marrant, parce que forcément c'est nos petites abeilles, on les chouchoute, et puis ça fait un peu mal au cœur quand on se rend compte qu'on n'a plus rien. Donc voilà, je te propose de regarder un petit peu ce qui s'est passé, puis tu me dis ce que tu en penses. Alors, moi je les ai découpés, parce qu'il faut savoir que les ruches varées, on ne vient pas de mettre de cadre à l'intérieur, il y a juste des amorces qui sont mises sur des barrettes. Ouais. Et puis donc elles construisent, alors, soit plus ou moins bien, ou des fois de façon un peu anarchique, comme ce que j'ai sur cette boîte supérieure, là, sur cette partie-là. Et donc du coup, on a du mal à les visiter. Donc là, pour pouvoir la visiter, là j'ai déjà passé sur un petit bout de fil de fer qu'on passe entre les deux, pour dire de couper les parties collées entre les boîtes, si jamais eux ils auraient construit tout d'un bloc. Quoi. Donc là j'ai déjà coupé, puis on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et on a une bonne odeur. Une bonne odeur, ça sent bon, c'est vrai que... Alors là on a encore mes petites lamelles à pivard que j'ai placées à l'intérieur, mais qui du coup ne servent plus à rien. Qu'est-ce qu'on doit voir typiquement quand on ouvre Justement, là sur la tête des cadres, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de dysenterie, il n'y a pas de mauvaise odeur, donc ça sent pas le couvain malade ou pourri, la loque ou des autres maladies. Donc déjà visuellement, ça c'est... D'accord, je vais rapprocher un petit peu la caméra pour qu'on voit un peu d'au-dessus. La cire elle est bien jaune, il n'y a plus aucune réserve, par contre ça c'est sûr que c'est dépillé parce qu'on voit qu'il n'y a plus aucune réserve de miel. Ça ne doit pas être très lourd, non, c'est pas lourd du tout. Donc là ça a été pillé, comme tu disais, elle a déjà été vidée par d'autres abeilles ou d'autres bestioles. C'est ça, c'est-à-dire qu'en général, souvent c'est des autres abeilles, des autres ruches ou des environs qui viennent récupérer le miel, mais ça peut être aussi maintenant avec les frelons. Parce que moi quand j'ai ouvert, j'ai vu 2 frelons à l'intérieur, donc je pense qu'il y a des frelons qui ont passé aussi. Mais ils ne mangent pas le miel en priorité, ils mangent plutôt les frelons, ils mangent plutôt les larves. Les larves, ouais, ils ont besoin de protéines pour leurs larves, quoi. C'est ça. Et donc, ça, franchement, visuellement, c'est beau. On peut regarder peut-être en dessous, tout. Ouais. Là, si là, par ici, c'est un petit peu plus foncé, mais ça, c'est pas méchant. Non, franchement, c'est... Donc là, on voit qu'elle est plus foncée, celle-ci. Qu'elle est un petit peu plus vieille. Elle est plus vieille, ouais, d'accord. Et simplement que dedans, dans la plus foncée comme ça, il y a dû avoir la reine est venue pondre ici dedans, ce qui fait qu'il y a eu du couvain. À il y a eu du couvain. Qu'il y a du couvain, la cire devient beaucoup plus vite foncée. Ici, je crois qu'on peut même là...
Parce que je voyais qu'elle n'était pas accrochée en dessous, j'ai dit peut-être on peut le lever, mais j'ai pas levé. Voilà. Ah bah non. Donc là, moi typiquement, cette boîte-là, moi je vais l'enlever, je vais couper les cires, je vais laisser juste une amorce et puis elle me servira peut-être l'année prochaine pour relancer quelque chose. Donc là, c'était la boîte qui était supérieure, celle qui était tout en haut. Et donc ils ont fait déjà du stock un peu de miel là-dedans. À la base. Là, il y a eu du miel de stocké là-dedans. Il y a eu du miel de stocké et puis normalement le corps et les seins. Ouais, le corps de ruche minimum, ce serait 2 éléments. Deux éléments complets. Et après la partie supérieure pour se permettre de récolter un petit peu le miel, un petit peu le surplus de miel. Ok. Mais minimum, il faut 2 éléments peuplés pour constituer une oirée. Le top, à la rigueur, vraiment une belle colonie, ce serait vraiment 3 éléments. Ouais, moi je lui avais mis 3 éléments, puis je me suis rendu compte que le 3e n'a pas été construit. Donc après, elle a essaimé aussi. Donc, par exemple, au CSM, il y a une partie de la récolte de partie. Ça, c'est sûr que. Donc là, après, ici, donc ça, il n'y a pas trop d'intérêt, c'est plus du stockage de miel, on va dire. Et typiquement, là-dessus, ça serait le corps de ruche, où là, on aurait potentiellement tout ce qui est couvain, tout ce qui est naissance. Donc là, si on la prend, déjà, on voit par en dessous. Oh, il y a le cadre de l'autre, les barrettes de celle qui est en dessous. Là, elle est mieux construite, déjà. Ouais, carrément. Elle est quand même bien construit. C'est D'avoir propre, c'est bien construit. Il n'y a pas de cas du tout, c'est vraiment une amorce. Ouais, il n'y a eu qu'une amorce de mise à la base. Donc, pour rappeler une amorce, c'est en gros, je prends une barrette et puis ici, je viens y accrocher. J'avais fait une petite rainure à l'intérieur. Je me baisse pour la caméra. J'avais fait une rainure dans ma barrette. D'ailleurs, on les voit encore, il y a quelques rainures ici, où je viens glisser une petite plaque de cire sur 1 cm de haut, quoi, en gros. C'est juste une amorce de cire pour dire que elles voient qu'elles vont construire à partir de là, et puis après, c'est elles qui ont construit l'intégralité des. Comment on peut appeler ça Des rayons. Des rayons, voilà, je cherchais le terme. Et donc ici, on a par exemple un rayon, celui-ci par exemple, on peut détacher. Donc là, on a un rayon complet qui a été construite par les abeilles. Toute cette cire là, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est eux qui ont construit la cire et ils sont venus le remplir. Donc là typiquement il ne reste plus grand chose à part un peu c'était du nectar qu'il y avait là-dedans, du pollen. C'est pollen, ouais. Pareil, pollen. C'est ce qu'on appelle du pain d'abeille en fait, c'est du pollen qui est tassé par la tête des ouvrières et qui vient y déposer un petit peu de nectar pour que ça fermente, pour que ça se conserve. D'accord. Donc ça, je vais le conserver comme ça. Et ça, toute cette ruche, tout ce corps de ruche, je vais pouvoir le réutiliser, je pense, pour relancer une future ruche. Mais par contre, ce que moi je me suis rendu compte, c'est que dans le fond, là, j'avais plein d'abeilles de mortes. Alors on va regarder un petit peu ce qui s'y est passé. Parce que là-dedans, on n'a plus rien. Chaque morceau est pareil, en gros. Ils sont vides d'abeilles, mais par contre, ici au fond, on se retrouve avec pas mal de petites abeilles. Donc je vous montre un petit peu le détail à l'intérieur. Voilà mon carnage. Donc on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Mais au final, il faut imaginer que normalement il y avait quand même un bon 30 000 abeilles là-dedans et qu'aujourd'hui on n'a plus grand chose. Est-ce que tu peux nous dire un petit ressenti là-dessus? C'est qu'il reste vraiment pas beaucoup d'abeilles. C'est sûr que c'est pas un empoisonnement ni quoi que ce soit, parce que quand c'est un empoisonnement ou autre chose, il y a beaucoup plus d'abeilles mortes que ça. Là, je veux dire, sur le plancher, il ne reste plus grand chose. Alors après, elles se sont peut-être fait embarquer par les frelons ou celles qui étaient. Non, ils mangent pas les abeilles mortes. Si, non, ils chopent souvent quand on les voit devant l'entrée de la ruche, les abeilles, pour consommer uniquement le thorax en fait. C'est la partie des protéines pour nourrir leur larve à eux en fait. D'accord. Mais là, moi je suis pratiquement persuadé que c'est la ruche qui a essaimé, effectivement. Ouais. Tu as récupéré les seins, mais on appelle ça qu'elle n'a pas reméré, c'est-à-dire que elle n'a pas rélevé de reine derrière, ou elle a rélevé une reine, mais malheureusement, cette reine-là, quand elle est sortie pour faire son vol nuptial ou quoi qu'est-ce, elle s'est fait attraper, manger par un oiseau, c'est la nature. Les reines qui sont nées n'ont pas été à terme de leur développement, ou elles se sont mal fait féconder, ou elles se sont fait bouffer. Il y a plein de particularités qui peuvent exister, donc effectivement, les premières, soit
La première, elles n'ont pas du tout relevé de reine. Mhm. Ça peut arriver. C'est Je bizarre, sais mais qu'il y a ça eu peut arriver. une grosse mielée quand même cette année, ça a donné beaucoup. Alors, Ouais, quand ça on aussi, a alors. discuté, Ouais. peut-être qu'elles se sont focalisées sur faire du miel, et Ça puis arrive elles n'ont aussi, pas ça. grillé, qu'il n'y Quand avait pas de miel ouais, c'est ça, de quand reine. ça miel beaucoup, en fait, elles sont dans l'euphorie de rentrer du nectar. Ça essaimé volontairement ou malheureusement, je veux dire, l'apiculteur, il manipule et il écrase la reine. Ils ne se rendent pas forcément compte tout de suite que la reine est morte. Et de fait, là, quand ils percutent 3-4 jours ou 5 jours après, il est trop tard, ils ne peuvent plus élever de reine. Et de fait, là, on a une ruche orpheline. Et D'accord. ça arrive de temps en temps. On découvre ça, c'est quand on fait notre récolte d'été au mois d'août. On a une ruche bien populeuse. On se rend compte de rien, il y a 2-3 os de miel dessus, tout est magnifique, on retire le miel et on regarde dans le corps et il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de couvain. On appelle ça une ruche orpheline et celle-ci, soit qu'elle est morte en cours de route d'un accident par l'apiculteur, ou soit elle est morte brutalement, ou les abeilles l'ont emballée, ils l'ont tuée, ou il y a plein de facteurs différents. Et... Ah, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Moi j'ai découvert ça au mois d'août quand j'ai. Parce que là, ce qui me choque le plus, en fait, c'est que je vois, c'est beaucoup de faux bourdons mâles. Dans tout ce qui reste comme cadavre, tout ça c'est des faux bourdons, ça. Tout ça c'est des faux bourdons, des mâles. Ça. Les gros là, faux bourdons mâles. Pareil, il y a un frelon aussi. Ça. Donc là on a un petit frelon qui promène, mais sinon, des ouvrières, il n'y en a pratiquement plus. Ce qui fait que s'il y a encore beaucoup de faux bourdons mâles comme en ce moment-ci, par exemple, elle est morte depuis combien de temps que tu as découvert ça depuis une semaine. Une semaine, parce qu'en général, tous ces faux bourdons là, ces mâles là, se font mettre à la porte fin juillet, début août. Il devrait plus en avoir dans la ruche. Quoi. Non, en fait, une ruche qui est saine, qui a une bonne reine en production, qui a des œufs, du couvain, etc., et ben, fin juillet, début août, au plus tard, et ben, ils mettent les mâles, les faux bourdons, dehors à la porte, et ils vont pas nourrir des bouches inutiles l'hiver. Ouais, donc, le mâle il sert à rien, quoi, de toute façon. Donc, il sert à la fécondation, il sert quand même à la fécondation, heureusement qu'ils sont là, sinon il y a un peu de. Ouais. Mais arrivé l'hiver, je veux dire, l'hiver, ils vont être seulement servir à se nourrir, à consommer le miel, et de fait là, les ouvrières vont consommer le miel pour elles, et pour la reine, pas pour les faux bourdons. Pour le distinguo, alors je prends une petite abeille. Ça c'est un mâle aussi, ça. Il n'y a pas une abeille à côté que je puisse voir. Hop, on voit la différence entre les deux. Vous voyez la taille en différence. Alors, ça fait le. Ici on a une abeille. Et vous voyez la taille du faux bourdon, donc le mâle abeille, on va dire, hein, qui vient polliniser qui vient féconder la reine. C'est beaucoup plus gros. On a tendance à les appeler des parpaings, des briques. C'est une grosse abeille, on va dire. Et là, on a le mâle et la femelle qui est à côté. L'abeille et le mâle abeille. Ouais, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est le faux bourdon. Celui-là, vous ne le voyez jamais sur les fleurs parce qu'il sert uniquement à féconder les reines en général des autres ruches pour éviter la consanguinité. Et ici, vous avez un frelon européen. Donc là, on le reconnaît parce que déjà, il n'est pas orange sur la tête. On n'a pas de tête orange, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. Et puis on a un corps jaune, souvent c'est jaune. Le corps. Parce qu'en fait, là, il est mort depuis un moment, du coup, il est tout desséché. Et puis, du coup, un frelon européen, c'est une très grosse guêpe, en fait, c'est jaune et noir. Voilà, et l'asiatique, c'est vraiment orangé à pas de jaune. On voit vraiment la différence. Donc, les trois spécimens. Et donc là, en gros, c'est parce que la reine est. J'ai pas eu de reine, au final, la reine s'est barrée, et puis j'en ai pas eu une nouvelle qui s'est produite là-dedans. Attends, mais ils n'ont peut-être élevé qu'une seule, parce que là, on voit que. Alors, ouais, c'est ça qui est marrant, c'est que quand j'ai regardé en dessous, on voyait qu'il y avait une cellule royale qui était ouverte, et j'en avais une autre également ici. Après, ça peut être une amusette, ça. Ah, une amusette qui était sur le côté. Là, pareil, ici en bas. Parce que quand là, c'est créé une cellule royale comme ça, en bas du cadre ou en périphérie, ça, c'est bon signe. C'est que c'est vraiment pour élever une reine. Que si ça aurait été au milieu du cadre, au milieu de la gaufre, on appelle ça un remérage, et là c'est que la reine elle a eu un accident. Donc là normalement ça c'est vraiment une cellule future, une ancienne cellule royale qui a eu un essaimage, une reine dedans. Ouais. Voilà, on a eu une reine là-dedans, donc il y a bien une reine qui est sortie, mais par contre elle n'a pas survécu ou elle s'est fait manger. Mais après il y a des colonies qui vont élever juste une reine, d'autres qui vont en élever 4, 5, d'autres qui vont en élever 15, 20. Ça c'est très aléatoire en fonction de la race d'abeille aussi. Ouais. Et des races d'abeilles qui élèvent beaucoup de reines. Donc de temps en temps c'est bien parce qu'on est pratiquement sûr d'en avoir encore une dans la ruche qui va rester. Mais qui dit élevage beaucoup de reines, qui dit aussi beaucoup d'essaimage, un essaim secondaire, un essaim tertiaire, etc. Bon de toute façon là-dessus, tout ce que j'ai à faire moi maintenant, c'est nettoyer un petit peu tout ça. ça. Passer à la flamme. Passer à la flamme l'intérieur. Alors là je vais ressortir toutes les barrettes qui ont été construites pour les conserver, mais donc je dois flammer quand même l'intérieur.
Bah, le top, Ou celle-ci, je la laisse comme telle que. À ce niveau-là, si on arrive, parce qu'ils sont quand même bien construits, donc il faudrait passer un coup de couteau, effectivement, là, De chaque côté, de là. chaque côté, pour sortir, pour passer quand même un petit coup de chalumeau sur tout la périphérie du corps d'éléments. D'accord. Et après, conserver ces... Conserver ça pour l'année Ça, prochaine pour ça, refaire repartir un essaim. C'est clair, parce que ça c'est très bon, c'est pour redémarrer un essaim, c'est même pour récupérer un essaim entre guillemets sauvage qui va arriver, il va élire domicile tout de suite dessus. D'accord, mais il faudrait que je le sorte au printemps, pas maintenant. Ouais, ça faut le stocker dans un auvent, à la lumière, au courant d'air, pour éviter la teigne, parce que la teigne c'est un petit papillon, et comme il y a un petit peu de pollen, ça il en raffole. D'accord. Donc ça faut vraiment, une fois que faut pas laisser trop traîner, bien désinfecter tout, et repositionner ça en courant d'air fermé pour que les papillons ne puissent pas rentrer dedans, et aussi mettre quelques feuilles de noyer. D'accord, ouais, c'est ce que j'avais vu sur le dernier reportage que j'avais fait chez Christian, mais il mettait des feuilles de noyer. Et... Ouais. D'accord, bon, il faut que je trouve un noyer parce que j'en ai pas au domaine d'Alvaro. Ah. Je trouve des feuilles de noyer. Mais Bon, j'irai voir. pour l'année prochaine. Faut que j'en plante rien que pour ça déjà. Et puis ça, hop, je mets ça de côté et puis limite je pourrais faire repartir un essaim ou s'il y a un essaim qui vient se poser là-dedans, bon, moi j'aurai déjà de quoi les accueillir. Et puis tout le reste, je nettoie tout et puis on est reparti après. Ouais, ça. Bon, je te remercie. Allez, j'ai plus qu'à rentrer au domaine d'Alvaro, nettoyer tout ça, on stocke ça et puis on va prendre soin de nos dernières petites abeilles qui sont encore à la maison parce que c'est notre dernier essaim, donc faut pas. Enfin, à la base, c'est notre tout premier essaim, hein. C'est lui qui a essaimé, il est encore chez nous, donc il est encore à la maison. Et j'espère que l'année prochaine, il sera encore là et puis qu'on va pouvoir lui mettre de nouvelles copines avec. Rémi, je te remercie. Je remonte à la maison et puis maintenant j'ai du boulot. Je vais t'acheter 2-3 bricoles parce que j'ai besoin d'un nourrisseur, j'ai besoin de plein de trucs. Maintenant, je vais faire mes petites courses. De toute façon, si vous voulez justement du produit et du matériel pour créer vos ruches vous-même, vous commencez à vous lancer, n'hésitez pas à venir toquer à la porte de Rémi. Vous savez où est-ce qu'il est. J'ai filmé les horaires d'ouverture et puis voilà, vous aurez affaire directement à un connaisseur. Allez, on est parti. Voilà les amis, me voilà de retour au domaine d'Alvaro. J'espère que cette petite incursion dans le monde des abeilles avec Rémi vous aura appris quelques petites bricoles. Moi j'en apprends tous les jours, vous avez vu Rémi en apprend aussi tous les jours. Et le monde des abeilles c'est fascinant mais également ça prend du temps, c'est compliqué, on a des déboires. Et voilà, malheureusement j'ai une partie de mes abeilles qui sont parties et ma première ruche, il me reste à tout recommencer. Alors vous inquiétez pas, hein, les abeilles qui étaient à l'intérieur, elles sont pas mortes. Il y en a quelques-unes, vous avez vu dans le fond de caisse, il y a plusieurs abeilles qui sont restées là. Mais la grande partie des abeilles qu'il y avait à l'intérieur, voyant qu'il n'y avait plus de reines dans la colonie, ont été trouver une nouvelle famille. Donc vu que j'ai mes autres ruches juste à côté, il y a de fortes probabilités que les abeilles qui étaient à l'intérieur ont rejoint leurs petites copines et sont venues renforcer donc les deux autres ruches qui sont à côté. Maintenant, on va s'atteler à nettoyer tout ça comme Rémi nous a conseillé. Et puis après, on va attendre l'année prochaine pour la remettre en route. En début de vidéo, je vous annonçais que je vous présenterai donc cette fin de vidéo quelque chose qui pourrait vous faire potentiellement économiser de l'argent. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'apiculture, c'est pas évident parce qu'il y a énormément de choses à acheter, énormément de produits voilà, des ruches, des accessoires, des protections, des choses pour extraire le miel et tout ça. Donc ça, c'est des choses qui coûtent assez cher. Et c'est vrai que quand on fait le cumul, ça nous revient à un prix quand même assez exorbitant, parce que voilà, il y a beaucoup de matériel et donc après je comprendrais les gens qui pourraient dire oui, tu dépenses beaucoup d'argent dans tes abeilles, mais résultat tu récoltes peu de miel, donc ça vaut pas le coup. Voilà, il ne faut pas voir uniquement la production de miel. Ce qui vaut le coup également, c'est de s'occuper de nos abeilles, de faire en sorte qu'elles se portent bien et qu'on arrive justement à garder en France une belle production et une quantité d'abeilles assez importante. Et donc pour moi c'est important de contribuer à ça et d'essayer de maintenir des ruches chez des particuliers. Donc si vous avez la possibilité d'acquérir une ruche, c'est tout à votre honneur et puis de rejoindre le monde des abeilles avec nous et puis de faire en sorte qu'elles se portent bien. Donc voilà, il y a des moments
et ben, il y a des choses qui se passent dans la nature, on ne peut pas tout contrôler. Là, vous voyez, la reine qui était à l'intérieur n'a pas tenu, donc soit elle s'est fait manger par un oiseau quand elle était faire son vol nuptial, elle a pu rencontrer d'énormes problèmes dans sa vie, mais toujours est-il qu'elle n'a pas tenu le coup, et donc on s'est retrouvé avec une ruche sans reine, et voilà, d'où maintenant ma ruche qui se retrouve vide. Toujours est-il que quand j'ai fait la vidéo reportage chez Christian, donc si vous revenez 2-3 vidéos en arrière, j'ai fait un reportage chez un apiculteur qui s'appelle Christian, qui est à Auxy ici. On avait fait un petit peu le tour de sa production et comment il mettait en pot son miel, comment il extrayait son miel. Et déjà là, moi personnellement, je m'étais rendu compte qu'il me manquait du matériel. Vous voyez, typiquement, lui il a récolté plus de 500 kg de miel. Donc je vous laisse imaginer le nombre de cadres. Donc les cadres, c'est ce qui vient mettre à l'intérieur des hausses à miel, où les abeilles vont venir remplir le miel à l'intérieur, et après il prend ces cadres-là, et il vient les mettre dans un extracteur de miel, pour dire de pouvoir sortir et récupérer le miel qui est dans ces cadres. Alors il y a d'autres solutions, hein. On peut aussi prendre le cadre, le laisser s'égoutter sur un plateau, mais bon, ça va vous prendre énormément de temps, d'autant plus que si vous avez comme Christian par exemple 10 ruches fois 10 cadres à l'intérieur, ça vous fait 100 cadres forcément qui vont vous prendre un temps fou à extraire le miel à l'intérieur. Donc dans sa vidéo, je vous avais présenté déjà, lui il a un extracteur de miel manuel, c'est-à-dire c'est une manivelle, on met les cadres à l'intérieur et ça va centrifuger le miel sur les côtés pour dire de pouvoir ensuite récupérer le miel extrait du cadre. Forcément cet appareil a un coût, vous voyez typiquement là j'ai fait un petit tour chez Rémi, l'extracteur de miel qui est chez Christian vaut à peu près 280, j'ai regardé 285 euros, 289, je ne me souviens plus, enfin un petit 300 euros. Donc quand on veut ce matériel, c'est quand même 300 euros à débourser, c'est pas rien. Alors en plus des ruches, en plus de ce qu'il y a tout le reste à acheter. Et donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un produit. C'est la société Vévor qui m'a envoyé ça, parce que justement, elle s'est rendue compte aussi comme moi que j'avais pas tout le matériel nécessaire, donc elle s'est proposée de me fournir une partie du matériel pour m'aider dans ma production de miel et puis aider aussi le domaine d'Alvaro. Donc elle m'a envoyé un produit, c'est un extracteur de miel, similaire à celui de Christian. Je vais vous présenter ça. Je tiens à vous le présenter parce que ce genre de produit peut vous permettre d'accéder à des produits comme ça à moindre coût. Parce que vous voyez, celui que j'ai vu là, donc, au magasin de Rémi, il fait 300 euros. Celui que je vais vous présenter ne dépasse pas 190 euros. Donc ça peut être déjà très intéressant. Vous gagnez quasiment 30% du prix. Et donc on va déballer un peu leurs produits, voir un petit peu ce que ça vaut. Et moi je l'ai déjà montré à Rémi tout à l'heure pour savoir ce qu'il en pensait un peu de ce matériel. Il m'a dit que déjà avoir un matériel comme ça quand on se lance, il aurait bien aimé déjà avoir ça quand il s'est lancé. Après on a fait le pour et le contre par rapport à son propre produit qu'il vendait. Alors c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des différentes épaisseurs de tôle. Par exemple les pieds sur ce modèle-là sont un peu plus fins. Sur celui à Rémi sont un peu plus épais. Donc voilà, après c'est logique, vous payez quand même 30% de moins, donc vous avez forcément des petites adaptations qui ont été faites sur le matériel pour dire que la société puisse baisser les prix de ce matériel. Mais ça reste un très bon produit, notamment pour débuter, et après vous aurez tout le lieu quand vous arriverez à des 500 voire des 1000 kg de miel en production, de vous équiper d'un plus gros extracteur, où vous aurez peut-être les moyens d'en prendre un extracteur, parce qu'ils les font en électrique également. Celui que je vais vous présenter, c'est un manivelle, mais il existe le même modèle en électrique. Donc là, c'est la société Vévor qui m'a envoyé ça. Ils m'ont filé aussi un code promo réduction, donc vous avez 5% de réduction en plus sur tout le site. Il n'y a pas que sur les extracteurs, ils font énormément de produits. Et donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Je déballe, je vais l'assembler et puis on en reparle juste après. Allez, go.
vous avez vu, ça n'a pas pris longtemps. 3 pieds à monter. J'ai eu le petit robinet là à monter, ainsi que la poignée. Ensuite, le reste, tout est assemblé. Donc je vais vous rapprocher après pour voir un petit peu le produit. Mais typiquement, c'est un extracteur où on peut mettre 4 cadres à l'intérieur. Et 4 à 8 cadres. Je vois que c'est écrit jusqu'à 8 cadres. Donc ça dépend aussi de la taille de vos cadres selon vos ruches. Typiquement, si on met des cadres dans une Varet ou si on met des cadres dans une Dadan, il y a énormément de types de ruches, les cadres ne sont pas toujours de la même dimension. Donc là, ici, le panier est adapté pour en mettre 4 différents. Et puis voilà, ça vous permet de... On met les cadres à l'intérieur, on tourne, et en gros, c'est comme une grosse centrifugeuse classique à salade, on va dire. Mais c'est pour extraire son miel, c'est-à-dire qu'on va mettre les cadres à l'intérieur, ça va centrifuger les cadres, le miel va venir se plaquer sur les parois, va couler jusqu'en bas, et on va avoir le fût qui va se remplir petit à petit de miel, au fur et à mesure qu'on va vider. Et après, on vient mettre un seau en dessous et on récupère le miel. Donc ça, c'est un extracteur de cadre. Je vous laisserai le lien en description pour que vous puissiez aller voir ce que fait la société Vevor. Mais je trouve que c'est un bon produit pour dire de commencer. Et moi d'ailleurs, ça va bien me servir parce que je vous dis, j'en avais pas et du coup, c'est sympa à eux de m'envoyer ça. Ils m'ont également donné un code promo. Le code promo, je vais vous l'écrire en bas de la vidéo, mais je le mettrai aussi dans la description. Vous bénéficiez de 5% chez Vevor. Donc voilà, c'est toujours 5% de prix en plus. Et puis voilà, ça permet d'accéder à ce genre de produit pour pas trop cher. Je vous dis, en moyenne, vous gagnez une centaine d'euros en achetant ce produit plutôt que d'aller l'acheter directement dans un magasin apicole. D'apiculture, je sais pas si ça se dit, magasin apicole, j'ai l'habitude de dire ça, enfin bref, dans les magasins d'apiculture. Et puis voilà, ça vous fait découvrir de nouveaux produits. Alors c'est vrai, il y en a, ils n'aiment pas les placements produits, mais moi je ne fais que des produits. Les produits que vous verrez sur la chaîne, c'est tous des produits dans le but d'une certaine autonomie et de développer ses compétences dans un site. Comme la fois dernière, on parlait de la petite Bluety, ça m'est très utile par ici. Ce genre de produit, c'est un peu la même chose. Alors si je peux vous faire découvrir des produits moins chers et de bonne qualité, donc je trouve que c'est sympa de vous montrer ça. Et puis voilà, après, vous n'êtes pas obligé d'acheter, chacun fait comme il veut. Mais bref, vous verrez, vous irez faire un tour et puis si ça vous intéresse, voilà, vous aurez vu un nouveau produit. Maintenant je vous laisse parce que j'ai tout le live à préparer. Ce soir j'ai prévu de faire un petit live. D'ailleurs la vidéo que je suis en train de monter, à mon avis je la publierai ce soir. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, Domaine d'Alvaro. Allez, ciao ciao.